Écoutez, là on se retrouve voilà. Eh oui.
activité. Observación de aquí está la larva, ¿ves? Eh ben, écoutez, là on se retrouve sur l'exploitation de Guillaume Moulin. Donc là on est 3 personnes à travailler sur l'exploitation. Quand on a commencé à participer à ce ferme en ferme, on n'avait encore pas le nom de notre entreprise. Et puis vous voyez, on a fait le petit panneau là. Et on l'a intitulé l'abeille qui nous lie en fait. Ben, pourquoi l'abeille qui nous lie? Ah oui. Parce qu'en fait, on dit souvent que l'abeille est sentinelle de l'environnement et qu'en fait, sans l'abeille, eh ben, vous n'avez pas de pollinisation et 35% de l'alimentation mondiale dépend en tonnage des pollinisateurs. Sauf que sur ces 10 dernières années, ils ont reculé entre 80 et 90%. Donc on s'inquiète beaucoup du réchauffement climatique et des conséquences sur l'alimentation, mais la perte des pollinisateurs peut être aussi importante. Donc sur l'exploitation, on a plusieurs activités. On a une activité de production de miel, mais on expérimente aussi de revégétaliser la maison en apportant beaucoup de plantes mellifères. Donc on a créé un jardin depuis 3 ans, donc avec plein de plantes qu'on a chinées sur des bords de forêt qui se multiplient assez facilement. Et donc on essaye de démontrer qu'en ramenant un peu de vie autour des maisons ou autour des propriétés, on peut ramener beaucoup de biodiversité. On utilise souvent ce mot pour plein de choses, mais du coup chez l'abeille c'est quand même quelque chose qui est important, puisque la biodiversité chez les abeilles elle est très importante. C'est plus de 1000 espèces d'abeilles présentes en France. On connaît l'abeille mellifera, c'est l'abeille domestique que les apiculteurs travaillent, mais il y a plus de 1000 espèces différentes. Et elles, on les connaît très mal, et surtout elles sont encore plus touchées par la dégradation de l'environnement, puisque en fait elles ne sont pas du tout aidées par les agriculteurs, enfin par les apiculteurs. Et du coup, je pense que leur vitesse d'extinction est beaucoup plus importante, sauf qu'elles sont aussi essentielles dans la production de certains fruits, par exemple le cassis ou les pommiers. Vous avez des petites osmicorminus, celles qui bouchent les fenêtres. C'est des petites abeilles noires avec le cul orange. Elles sont très importantes pour la pollinisation des cassis. Il y a même une étude qui est sortie en 2021 sur Dijon où ils ont encagé pour voir si les pollinisateurs étaient un facteur limitant. Et en fait, quand ils ont encagé sur la parcelle des bourdons et qu'ils ont comparé avec et sans pollinisateurs, il y avait une variation de rendement de 500%. Ah oui. Donc le facteur limitant, ça devient bien les pollinisateurs et plus la technique agricole. Et, voilà. Et donc du coup, l'idée de notre entreprise, c'est effectivement de faire du miel. Mais comme je suis aussi sensible à la nature, c'est aussi essayer de créer un milieu favorable à tout ça et puis d'expérimenter des choses. Donc on a planté des buttes fleuries depuis 3 ans avec des plantes. On a des petits panneaux un peu partout. Oui, j'ai vu. J'en ai pris plein déjà. Qui étalent la production de pollen et de nectar sur toute l'année. C'est sur but pour éviter que la terre soit trop gorgée en eau, et ça favorise éventuellement la nidification des abeilles solitaires. Les bourdons, si vous avez des cavités dans des buttes, ils vont venir nidifier et ils vont faire une petite colonie. J'en ai déjà eu une il y a quelques années. Puis quand vous voyez un petit peu les fleurs à droite à gauche, là vous avez des consudes, et là vous voyez il y a plein de petits bourdons qui vont venir, ou des grosses abeilles solitaires. C'est des abeilles charpentières. Alors je ne les connais pas toutes les abeilles, mais on voit qu'il y a de la diversité qui s'est installée depuis pas très longtemps. Puis c'est aussi pour montrer qu'en peu de temps, là ce que vous avez devant vous, ça a 3 ans. Ouais. Du coup la vie elle se réinstalle, et vous avez des champignons, vous avez des oiseaux qui reviennent sur l'exploitation. Et du coup c'est de montrer qu'aujourd'hui on peut le faire partout. On peut le faire partout à moindre coût, et qu'on peut vite ramener de la vie si on lui laisse une place. Voilà, c'est un peu l'objectif. Et du coup normalement ça a été validé, je suis inscrit à une initiative nationale avec un comité d'experts pour être référencé sur des initiatives en faveur des pollinisateurs et ce qui pourrait être apporté avec les agriculteurs. Ça s'appelle Contrat Solutions. Donc j'espère que l'année prochaine j'apparaîtrai sur le site. Et donc du coup
c'est montrer qu'on peut le faire en tout cas. Voilà. On peut tous faire notre part. Et donc voilà, parce que l'abeille sans les fleurs, ça n'existe pas. Donc il faut aussi prendre soin de son environnement. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de les montrer sur cette porte ouverte. Et puis en plus, je trouve que c'est pas vilain ce qu'on a fait. Ah donc, oui, c'est chouette. donc, voilà. Et donc on a dit production de miel, expérimentation et puis aussi éducation, c'est-à-dire que derrière, j'interviens dans les écoles. Donc je fais j'interviens soit dans des écoles, soit dans des périscolaires, soit sur des manifestations. Là, je viens de passer un contrat avec un musée sur le développement durable. On va faire des formations sur la transformation du miel et puis l'intelligence animale. Et puis je fais pour tout ce qui est les entreprises qui souhaitent rentrer dans la démarche RSE, donc c'est par rapport à tout ce qui est sociétal et environnemental. Il y a des chefs d'entreprise qui souhaitent installer des ruches en ville. Donc on a une quarantaine de ruches en ville avec un collègue, moi je m'en occupe d'une quarantaine. On propose 12 ou 13 ateliers autour de la ruche. Donc c'est le fonctionnement de la ruche, on va dire de manière basique, mais après c'est aussi quelles sont les techniques pour les développer pour qu'elles soient productives. À l'inverse, quand il faut les mettre au repos, il y a toute une démarche à faire pour qu'elles puissent passer l'hiver et essayer de limiter au maximum les pertes. On a une formation sur la cire. Qu'est-ce qu'on fait de la cire, comment on la gère dans notre exploitation pour des raisons sanitaires ou tout simplement pour avoir un miel de qualité qui ne sent pas trop la cire. Parce que les parfums du miel sont assez subtils et donc si vous avez des cires qui sont soit moisies, soit vieilles, on va retrouver ce goût-là et voilà, on n'aura plus un produit de qualité. Et puis la cire, elle peut être utilisée pour plein de choses, pour cirer les meubles, pour faire des bougies, mais aussi en confiserie. Elle sert à faire des micro-pellicules pour éviter que les bonbons collent. Donc on essaie d'apporter un peu de la formation. C'est un exemple d'une formation. On a aussi une formation sur la propolis, une formation sur la communication chez l'abeille, une formation parallèle entre la ruche et l'entreprise. C'est un super organisme qui essaye d'être le plus efficient possible pour... vous voyez, une ruche en moyenne, elle produit 25 kg de miel en sédentaire en France. Mais elle en produit 60 pour la consommation de ses larves et puis 160 pour l'homéostasie du milieu aquatique, c'est-à-dire la régulation de la température et de l'hygrométrie. Donc ce qui fait qu'une ruche moyenne, elle vous produit plus de 200 kg de miel avec 4 kg d'insectes. Donc on va dire que c'est une très très belle performance et on peut faire des comparatifs avec le milieu de l'entreprise et c'est très intéressant. Voilà, donc voilà, et puis après on fait aussi des formations sur le frelon asiatique parce qu'au départ c'était un problème d'apiculteur, mais aujourd'hui ça devient un problème de santé publique. Il y a de plus en plus de nids qui se développent et de plus en plus de gens qui se font piquer. On n'a aucun recul sur la dangerosité du venin du frelon et il se multiplie très très vite si on n'intervient pas. Donc on essaye de sensibiliser les gens et en fait en ayant une stratégie de piégeage collectif au printemps, on arrive à piéger des fondatrices et limiter en tout cas limiter la progression. Voilà. Donc c'est toutes ces informations qu'on essaye d'apporter sur cette journée. Effectivement c'est l'apiculture, mais c'est tout ce qui est autour de l'apiculture et on essaye de transmettre nos connaissances pour le plus grand nombre. Voilà. Super. Vous regardez la quantité de champignons et de développement qui s'est faite. Ça c'est toutes des plantes qui on les voit là. Plantées, bouturées pas cet hiver mais l'hiver précédent, donc c'est une boucle à 1 an et demi. On voit, là on a des rosiers là qui ont 1 an et demi, on voit le développement végétatif. Ça c'est des sédiums. Il n'y avait qu'une canne l'année dernière. On voit qu'ils sont énormément développés. Quand on voit la quantité de champignons qui se sont développés, on voit vraiment que la vie reprend possession du... Il y a de la vie là. Donc l'idée, il y a aussi des petits fruitiers, mais bon, ça c'est des petits fruitiers, c'est aussi pour laisser la place aux oiseaux. On n'est pas forcément là pour récolter forcément. Non. C'est pour l'esthétique et puis pour voir s'il y a plein d'insectes qui reviennent. Donc on a des menthes religieuses qui reviennent, on a plein de choses qui reviennent sur le terrain. On aimerait bien qu'il y ait un peu plus d'oiseaux, mais ça revient tout doucement. Tout doucement, ça sera plus lent. Bonjour. Ça sera beaucoup plus lent, il faut que... Quand il y aura beaucoup plus de choses, je pense que les oiseaux reviendront aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement sur ce terrain, j'avais planté il y a 10 ans, j'avais planté déjà un verger, mais en fait comme les sols en vrai sont très hydromorphes,
J'avais discuté avec des anciens qui m'avaient dit, non, plante plutôt sur des buttes le temps que ça s'enracine, sinon tes premières racines vont pourrir. Et effectivement, tout mon verger, il ne reste plus un arbre, ils ont tous pignons et puis toutes les racines étaient pourries. Donc j'ai fait des buttes et puis justement ça tombe bien, les buttes elles servent à des zones de nidification pour les abeilles sauvages. Ça c'est des sauges arbustives. Ça c'est toutes des choses, voilà, quand on n'est pas un féru des herbages, ça on va être sur c'est des choses qui poussent spontanément. C'est un sureau qui a 1 an et demi. Ça c'est des sauges qui ont été bouturées par marteautage. Ça c'est des divisions de touffes qui ont été faites, ça aussi. Le cassis c'est du bouturage, on coupe un bout de racine, on le met dans une terre un peu à l'ombre et un peu humide, ça se redéveloppe. Ça c'est des cardons, le cousin de l'artichaut. C'est très graphique et c'est très mellifère. C'est un développement végétatif très important, donc ça fait des hauteurs très très différentes et très sympa. Voilà. Puis il y a des floraisons qui sont un peu étalées sur toute l'année. Ouais, dis donc. Super. Impeccable. Là, on doit être à peu près à 600 personnes, personne ne s'est fait piquer. Donc c'est un vrai travail génétique qu'on fait. On fait partie d'une association, je fais partie d'une association d'apiculteurs où on travaille la génétique et surtout on partage nos expériences personnelles et on communique beaucoup sur nos réussites mais aussi nos échecs pour comprendre parce que c'est un métier qui est très technique. Et du coup, si vous voulez, je peux aller dans les ruches, je peux les ouvrir, je pense que je ne me ferai pas piquer alors que j'ai pas de voile et pas de fumée. Et c'est ce que je recherche, d'avoir des abeilles sympas parce que souvent l'apiculture, c'est un métier de passion en fait. Et si vous avez des abeilles semi-domestiques ou semi-sauvages, vous avez souvent des gens qui se font en permanence piquer et qui vont visiter leur ruche. Même des fois, quand ils sont à 20 mètres de la ruche, ils claquent la porte. Voilà, c'est comme les chiens et les chats, il y a des chiens qui sont très sympas et il y a des chiens qui sont agressifs. Donc, du coup, vous pouvez, voilà, ils sont en train de travailler, je pense que ça va être en train de mieler. Et du coup, je vais les ouvrir, les ruches. Si on est doux et calme, en règle générale, on n'a pas besoin de fumer, quoi. Ah oui. Voilà, on a mis des nouveaux cadres et puis voilà, il faut être serein quand on regarde. Ah oui, oui, oui. Mais on n'a pas besoin de. C'est ce travail-là qu'on recherche en fait, de douceur et puis de tranquillité, mais en même temps de production pour pouvoir vraiment observer nos ruches et puis faire un travail de qualité. Donc là, vous avez à peu près il y a une dizaine de ruches, là vous avez à peu près 800 000 abeilles qui sont là juste à côté des gens. Oui, personne n'a été. On n'a pas entendu crier personne, quoi. Et c'est vrai ça. Après, effectivement, quand vous récupérez des ruches sur le bon coin à pas cher, c'est des ruches qui sont semi-sauvages, où là il y a de l'agressivité et là on n'est plus du tout sur la même chose. Donc, voilà, c'est important quand on vit dans un environnement, de s'adapter à son environnement, d'avoir des abeilles sympas. Moi j'ai des gens qui font 200 km pour venir me chercher des reines parce qu'elles sont douces et voilà. Sympas à travailler. Madame, vous êtes ouvert à la liste? Ah bah. Ah bah moi je...